28 secondes de débordement. Merci d'avoir bien géré le temps et merci également d'avoir bien écouté Coulardo qui demandait de faire du comparatisme en classe. Et là, quand je t'entends parler de théorie de l'intermédialité, je me dis, ben, c'est comme s'il s'était passé le mot. Donc, merci d'avoir chauffé la salle. On va écouter la dernière vidéo. On va continuer en présentiel. On prend les questions. On rattrape le retard. Oui, on va essayer de rattraper un peu le retard. On peut prendre quelques questions. J'en ai une, deux. C'est bon. J'en ai deux. Oui, merci Émilie pour ta présentation. Moi, j'ai une question très concrète. Donc, c'est par rapport à l'évaluation de la créativité. Voilà. Quels sont les indicateurs voilà. Alors, je me doutais qu'il y aurait une question là-dessus, parce que c'est vrai que pour discuter de ces sujets avec des collègues didacticiennes, ça revient tout le temps. Hein. Donc, il y a une grande part de subjectivité dans l'évaluation de la créativité. Donc, je n'ai pas de grille. Moi, ce que j'évalue, c'est l'investissement des étudiants, la capacité qu'ils peuvent avoir à produire quelque chose qui soit en lien avec la pièce, qui n'est pas simple. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils s'y plongent, qu'ils aient bien compris les liens entre les personnages, les enjeux, et qu'ils puissent proposer quelque chose de nouveau, mais qui soit en cohérence avec la pièce. Et c'est comme ça que je leur explique, parce que bien sûr, je leur explique oralement. Hein, et généralement, ils sont très bons. Et ils proposent des choses à la fois... souvent, j'ai eu plusieurs fois des étudiants qui introduisaient des éléments de mise en scène, qui fabriquaient eux-mêmes. Vous voyez cette célèbre gravure de Goya avec les chauves-souris, par exemple. Voilà, avec des étudiants qui fabriquent avec des bouts de papier, qui les collent partout. Ben voilà, mais ça, c'est bien, quoi. Voilà, donc c'est très subjectif, mais j'assume pleinement cette subjectivité dans l'évaluation de la créativité. Donc je réponds sans répondre, en fait, incarné. Ouais. Merci Émilie, c'est un dispositif très séduisant, effectivement. Alors, les expériences de simulation globale, de théâtralisation, de mise en scène, c'est fréquent, mais c'est toujours au service de l'apprentissage. Finalement, c'est un outil parmi d'autres outils, certes gratifiant parce que ça mobilise d'autres phénomènes, le corps, la voix, les déplacements, les interactions. Bon, et c'est très, très positif au service de l'apprentissage. Mais dans ce que tu décris, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Oui, on est passé encore ailleurs. Sauf si je me trompe. Il y a vraiment une dimension de formation, de vie, d'expérience, de théâtralisation, de mise en scène. Et ça, je trouve que c'est extrêmement attirant, évidemment séduisant, comme je viens de dire. Mais est-ce que c'est aussi explicite? Est-ce que c'est une volonté d'aller jusque-là? Donc on dépasse là le cadre de l'apprentissage des langues, on est d'accord? En tout cas, on est dans l'apprentissage de langue et culture, de spécialité, pour le dire rapidement. C'est-à-dire qu'à l'université Jean Jaurès, depuis maintenant 4 ou 5 ans, on a mis en place dans les cours de préparation au niveau B1 et B2 des parcours de spécialité. Arts et lettres dans les mondes hispaniques, histoire et territoire dans les mondes hispaniques, sociologie dans les mondes hispaniques, histoire dans les mondes hispaniques et éducation et langage dans les mondes hispaniques. Et on essaie de faire en sorte que on joue en fait sur la polyvalence et sur la pluridisciplinarité des intervenants. Et on essaie de faire en sorte que les intervenants, les enseignants, soient aussi enseignants-chercheurs spécialistes de la discipline. Moi, c'est mon cas. Ma thèse, je l'ai fait porter sur les textes de théâtre. On en a parlé, et notamment sur Santi Sinisterra. Donc, j'en parle en tant que spécialiste. Et dans ces parcours, les étudiants s'inscrivent de leur propre choix. Et pas toujours, donc soit ils ont une sensibilité artistique, mais souvent ce sont des étudiants qui sont en art du spectacle, etc. Et donc ces cours, ils ont aussi comme objectif de leur permettre de développer des compétences linguistiques, interculturelles, mais aussi sur le plan disciplinaire en fait. Voilà. Et c'est également le cas dans le parcours Histoire et Territoire, où il y a des outils historiographiques développés, présentés, et qui viennent du monde hispanophone. Donc c'est assumé et c'est bien expliqué aux étudiants. Oui, merci. Je trouve que c'est une expérience très intéressante et finalement assez rare. Alors bien sûr, il y a tout ce qui se passe en DNL, mais c'est beaucoup plus plat, j'ai envie de dire, c'est moins holistique. Et là, on trouve vraiment énormément de facteurs, enfin, plein de choses se mettent en jeu. C'est vraiment une expérience de vie. Ça, c'est très intéressant. Merci. Une dernière question. Isabelle, oui.
Bon, déjà, merci beaucoup déjà de ce cadre théorique extrêmement exigeant et très clair et très pertinent. Et voilà, je pense qu'on a tous eu de la nourriture intellectuelle suffisante pour aborder la question. Et bon, c'est une troisième question, parce que surtout après la réponse que tu viens de donner, comment traiter aussi dans un cadre des spécialistes en littérature, en dramaturgie, en théâtre, enfin vraiment tous les travaux dont tu t'en parles, des notions comme l'engagement des Goya, hein, qui, je pense, est tout à fait en ligne avec les fils rouges de ce que tu nous as présenté. Comment, disons, faire résonner d'autres fils des recherches ou d'autres points de vue, d'autres facettes de l'étude de l'œuvre et de l'enracinement dans l'histoire aussi, quoi. Alors, tu me diras, Isabelle, si je réponds bien à ta question. Dans les premières activités, en fait, les activités que j'ai présentées préliminaires, en fait, qui conduisent à la tâche finale, il y a tout un tas d'activités pour que les étudiants découvrent ou connaissent mieux l'œuvre de Goya, mais aussi, enfin, disons que dans ces activités-là, leur sont proposés des travaux également de chercheurs. Et donc on travaille avec des documents authentiques, hein, voilà, mais pas uniquement des articles de presse, hein, également des articles scientifiques qu'on adapte au niveau, qui mettent en avant la modernité de l'œuvre, mais également la rupture, ou en tout cas la transgression, et la critique de Goya envers l'absolutisme. Et on explique aussi les raisons de son exil. Donc on explique son engagement, effectivement, que Santi Sinisterra met en avant dans sa pièce. Et donc c'est un élément important que les étudiants ont à prendre en compte pour la proposition artistique qu'eux-mêmes vont faire. Hein. Je ne sais pas si je t'ai répondu. Si, c'est... Ouais. Voilà, je ne le voyais pas dans ton exposé. Si et je ne l'ai pas mis bien en avant, effectivement. C'est très contraint, et merci beaucoup. Ouais, oui, effectivement, merci. Je le mettrai en avant, ouais. Merci beaucoup, merci Émilie. On laisse la place, je pense, à la table ronde numéro 10.